Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. En novembre 2001, une vieille dame de 78 ans, Marguerite Lagrave, est retrouvée égorgée dans sa petite maison d'Eyzus, en vallée d'Aspe, dans les Pyrénées. Son meurtrier lui a enfoncé les yeux dans les orbites. Il va falloir 13 ans pour l'identifier et identifier sa complice. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec maître Thierry Sagardoito, avocat au barreau de Pau. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Je vous emmène dans les Pyrénées, la vallée d'Aspe, en Béarn. Un petit village de montagne de 600 habitants qui s'appelle Eyzus. Je vous préviens, si vous aimez les accents, vous allez être servi, c'est la région du député Jean Lassalle. C'est vous dire. Eyzus, en tout cas, ça n'est pas le genre de village où on meurt sans que les voisins s'en aperçoivent. Marguerite Lagrave, par exemple, 78 ans. Elle ouvre ses volets tous les matins à 8h pétantes. Eh bien, le 12 novembre 2001, à 8h30, ils sont toujours fermés. Et à 9h, encore fermés. Et la voisine d'en face s'en inquiète tout de suite. Eh bien, diao, qu'est-ce qui lui arrive à la Marguerite, qu'elle laisse ses volets fermés comme ça? La voisine en parle tout de suite à une autre voisine. Et les voilà donc toutes les deux qui s'approchent de la petite maison de Marguerite. Marguerite? Marguerite? Pas de réponse. Elle tourne la poignée. La porte n'est pas fermée à clé. Et donc elles entrent. Oh, boudiou! Elle est là! Elle est là juste devant la porte. Elle est là en bas de l'escalier, dans son tablier bleu. Un bas de sang. Elle a été égorgée. La blessure au cou est très nette. Les deux voisines, évidemment, sont bouleversées. Elles courent appeler les gendarmes d'Oloron-Sainte-Marie. Le temps de faire la route, et ils sont là. Ils entrent dans la maison. Le crime est encore plus barbare que ce qu'avaient dit les voisines. Non seulement Marguerite a été égorgée, mais en plus, on lui a enfoncé les yeux. On lui a enfoncé les globes oculaires jusqu'au fond des orbites. Faut le faire, ça! À part ça, la maison a été entièrement retournée. Elle est sans dessus-dessous. Toutes les pièces ont été fouillées. Et le tueur a dû faire ça après le meurtre parce qu'il a laissé du sang partout. Tous les objets qu'il a touchés dégoulinent de sang. Bon, il va falloir prévenir la famille. Elle a de la famille, cette dame? Des enfants, non. Elle était vieille fille. Mais une nièce, oui. Sonia. Je vais la prévenir. L'affaire est un peu grosse pour les gendarmes d'Oloron. Le procureur la confie donc à la section de recherche de Pau. Et a priori, sur quoi part-on? Un crime de rôdeur. Un type qui passe par là, qui veut de l'argent, qui entre chez cette pauvre femme, qui laisse toujours sa porte ouverte, qui la torture, peut-être, pour savoir où elle planque ses économies, et qui finalement la tue. Sauf que Marguerite était une pauvre femme, qui n'avait pas un sou, et strictement rien de valeur chez elle. Bon, bien. Il faut répertorier et interroger tous ceux qui sont passés par Eyzus ces derniers jours, d'accord? Il ne passe pas grand monde à Eyzus. Cela dit, le village se trouve sur l'un des chemins de Compostelle, celui qui vient du Puy-en-Velay. Est-ce qu'un pèlerin aurait pu faire le coup? Les gendarmes identifient assez vite un groupe qui est passé par là ce jour-là. Mais tous sont mis hors de cause. Un temps, les gendarmes espèrent que le sang retrouvé dans la maison soit en partie, au moins, le sang du tueur. Comme ça, on aurait son ADN. Mais non. Malheureusement, il n'y a que du sang de la victime, que du sang de Marguerite. « 600 habitants à Eyzus, dont beaucoup de personnes âgées qui n'ont strictement rien d'autre à faire de la journée que de regarder par la fenêtre. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose.
Les gendarmes se lancent dans un tour du village, maison par maison, en commençant par les maisons voisines de chez Marguerite. Et là, 3 voisins signalent une voiture. Ah, la veille du crime, moi j'ai vu une voiture, hein. Ah oui, intéressant. Et quel genre de voiture? Je dirais une Golf, hein, une GTI noire, deuxième génération, avec un liseré rouge. Un autre voisin a vu la même voiture à l'heure du crime, à quoi 10 mètres de chez Marguerite. Et il y avait quelqu'un dans cette voiture, monsieur? Ah oui, oui. Et vous sauriez nous le décrire? Aïe! C'est là que le bas blesse, parce qu'aucun de ceux qui ont vu cette voiture ne décrit la même personne. Il y en a un qui dit « Ah, moi j'ai vu un homme, hein. » Et un autre? Ah ben, c'était une femme, hein. Elle était comment, cette femme? Ses cheveux? Eh ben, blonde. D'accord. Sauf qu'un autre dit qu'elle était brune. Bref, on n'est pas très avancé. Les témoins du village ne s'accordent que sur un point. La voiture. Une Golf 2 GTI noire à liseré rouge. Les gendarmes dressent la liste de tous les propriétaires de GTI noirs de la région. Ils les interrogent un par un. Ça ne mène à rien. Ils ont tous un alibi. Là-dessus tombe le rapport du médecin légiste de Pau. Il est terrifiant. Et si vous êtes sensible, vous vous bouchez les oreilles, s'il vous plaît. Ce qu'on a fait à cette pauvre Marguerite est une horreur. Avant de l'égorger, on l'a battue, et pas qu'un peu. Le légiste a relevé des ecchymoses et des plaies au visage, le sternum et les côtes cassées, et des vertèbres sectionnées. C'est pas courant, ça. Il faut y aller pour sectionner des vertèbres. À part ça, il confirme que la vieille dame est morte égorgée. D'après lui, on a utilisé un couteau à lame large et tranchante. Et il confirme aussi qu'on lui a enfoncé les doigts dans les yeux. Et on va s'arrêter, comme le font les gendarmes à ce moment-là, sur cet acte de barbarie. Pourquoi le ou la meurtrière s'en est-il pris aux yeux de cette vieille dame? Pour le plaisir de torturer? Peut-être. Ou alors, pour ne pas être vu, pour ne pas être reconnu, parce qu'il ne supportait pas le regard de quelqu'un qui le connaissait. Et là, ça ouvre une autre piste, qu'on avait peut-être un peu vite écartée. Quelqu'un du village, quelqu'un des us. D'autant que, plus ils avancent dans leur enquête, moins les gendarmes croient à un crime de rôdeur. Et oui, il faut que je vous décrive la maison de Marguerite. Elle y vivait depuis l'âge de 8 ans. Elle y a vécu près de 70 ans. Vieille fille, sans enfant. Elle y vivait comme après-guerre. Elle n'y avait jamais fait de travaux. C'est une maison délabrée. Venez avec moi, dans la cuisine par exemple. Un évier, une gazinière et puis c'est tout. Quelques casseroles, quelques brocs, rien de plus. Et le sol en terre battue. Et maintenant, levez la tête. Vous voyez l'ampoule électrique qui pend? C'est la seule de la maison. Et vous ne trouverez aucune prise de courant dans toute la maison. Et ne cherchez pas de salle de bain, il n'y en a pas. Marguerite se lavait à l'évier et à l'eau froide. Quant aux toilettes, il y en a, mais au fond du jardin. D'après ce qu'ont appris les gendarmes, Marguerite avait des frères. Ils lui ont proposé, au fil des années, d'aménager un peu sa maison. Elle a refusé. Elle n'avait pas besoin du confort moderne, disait-elle. Tout ça pour dire qu'a priori, on ne l'a pas tuée pour son argent. Et d'ailleurs, de quoi vivait-elle, Marguerite? Elle recevait le Fonds national de solidarité. Elle est morte 1 mois et demi avant le passage à l'euro, donc on parle encore en francs. Elle recevait 3 600 francs de pension par mois, c'est-à-dire 548 €. Cela dit, en se promenant dans le village, les gendarmes ont reçu 2 ou 3 confidences. Bon, elle n'était pas si pauvre que ça, la Marguerite, hein. Il avait un bas de laine, du bivan.
Et vous dire qu'il doit être bien rempli. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, je l'ai jamais vu, hein. Mais cet argent, d'où le tenait-elle? Mais de sa pension. Elle touchait 3500 francs par mois. Elle ne dépensait rien. Rien du tout. En théorie, c'est le genre de rumeurs qui ne doivent pas intéresser un gendarme, ça. Enfin, comment peut-on imaginer que cette femme ait pu se faire un bas de laine avec 548 € par mois? Mais comme les gendarmes n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, eh bien nous voilà partis pour la piste du magot. Si elle avait un magot, qui aurait pu en avoir connaissance? Qui savait où il était planqué? La famille? Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de famille, elle a juste une nièce, Sonia. Sonia? Non. En poussant leur enquête sur la piste familiale, les gendarmes s'aperçoivent que la nièce, Sonia, et son mari ont de gros problèmes d'argent. Lui est ouvrier, ils ont 3 enfants, ils viennent d'acheter une maison, ils n'y arrivent pas. Ça fait un mobile, ça, pour tuer la vieille tante Marguerite. Non? D'autant qu'interrogé par les gendarmes, le mari, Bruno, n'a pas vraiment d'alibi à l'heure du crime. Mais j'étais chez moi, c'est tout. Et vous faisiez quoi chez vous? Il y avait des travaux, de rénovation. Mais personne ne peut confirmer. Et avec la nièce Sonia, les gendarmes sont encore plus directs. Madame, parlez, hein, ce sera plus simple, ça vous soulagera. C'est votre mari Bruno qui a tué votre tante? Je vous jure que non. Mais je sais pas comment on a inventé ça. Franchement, c'est peut-être les mauvaises langues des us qui vous ont mis ça dans la tête, mais c'est pas vrai. Vous aviez besoin d'argent. Vous saviez où votre tante cachait son pécule. Ça a dû être tentant. Mais c'est horrible ce que vous insinuez. Moi, je l'adorais, ma tante. Et puis l'argent, franchement, elle vivait avec le fonds de solidarité. Je suis bien placé pour le savoir. Votre tante ne vous a jamais dépanné de l'argent? Mais si. Elle m'en a prêté. Et je lui ai remboursé, mais franchement, c'était plus facile comme ça qu'en la tuant. Hein. C'était plus mon intérêt qu'elle reste en vie, non? Fausse piste. La nièce et le neveu n'y sont pour rien. Mais les gendarmes ont glissé le verre dans le fruit. Hein. Au village, tout le monde pense que c'est lui, Bruno. Et à l'école, ses enfants se font traiter de fils d'assassins. C'est dégueulasse. C'est pas eux. Et le temps passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et l'enquête sur le meurtre de Marguerite reste au point mort. Aucune piste, aucune. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, au bout de 4 ans, en septembre 2005, le juge d'instruction prononce un non-lieu. Le meurtre de Marguerite Lagrave restera une affaire non résolue. Mais comme vous le savez, ça n'est pas trop ma tasse de thé, les affaires non résolues. Moi, j'aime bien connaître la fin de mes histoires. Et la fin de cette histoire met 8 ans de plus à émerger. Et entre nous, c'est un miracle. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. En mars 2013, ça fait presque 12 ans que Marguerite est morte. Et une jeune femme de 35 ans, qui s'appelle Karine Barbour, se présente à la gendarmerie de Lacanau, en Gironde. On est à 250 km d'Aïsus. Bonjour. Je voudrais déposer contre mon ex-mari. On est en conflit pour la garde des enfants et il me menace. Très bien, madame, patientez. Un de mes collègues va vous recevoir. Cette Karine Barbour est coiffeuse. Et elle explique que son ex-mari, Daniel Trey, serait violent avec elle. Je me sens en danger. Quand on était mariés, il était violent, il buvait, mais maintenant qu'on est séparés, il me menace toujours, quoi. J'ai peur pour ma vie. Et à un moment, elle ajoute, et puis mon mari, c'est un tueur. Un tueur? Pourquoi dites-vous ça, madame Barbour? Il a tué quelqu'un à Isus, il y a plusieurs années.
Une vieille dame. Il m'a dit, je vais te faire la même chose qu'à la vieille. Les gendarmes de Lacanau préviennent immédiatement le procureur de Pau, qui va fouiller dans ses vieux dossiers et qui tombe sur le meurtre non élucidé de la pauvre Marguerite Lagrave. Et la section de recherche de Pau rouvre le dossier. Autant vous dire que 12 ans après, plus personne ne connaît cette histoire. Les gendarmes doivent donc relire le dossier d'instruction page par page. Et là, ô stupeur, ils s'aperçoivent que la dite Karine Barbour, coiffeuse à Lacanau près de Bordeaux, habitait Théisus à l'époque du crime. Elle a été interrogée, comme tous les habitants du village. Et il y a encore mieux que ça. On s'était intéressé à elle à l'époque. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle avait une Golf 2 GTI noire à liseré rouge. Et il y a encore mieux. Parmi les voisins qui avaient vu cette voiture et son occupant, 2 avaient dit « Le conducteur était de forte corpulence. Or Karine Barbour pèse 160 kilos. Elle est obèse. » Tout ça était dans le dossier, dès les premiers jours de l'enquête. Les gendarmes à l'époque sont passés complètement à côté. À Elsus, en tout cas, tout le monde se souvient d'eux. Ouh, c'était un couple un peu spécial, hein ? Ils se sont jamais vraiment intégrés, hein ? Non ? Et les gens se mettent à parler d'eux. Et ça n'est pas tant de lui qu'ils disent du mal, mais d'elle. C'était une femme terrible, hein ? Oh ! Il s'arrêtait au bistrot. Elle venait le déloger à coups de pied au cul. Elle était tout le temps sur son dos. Un voisin raconte qu'un jour, elle a tabassé Daniel sous ses yeux juste parce qu'il passait trop de temps à discuter avec lui. Et ça change un peu la perspective de cette enquête qui vient de rebondir. Compte tenu de son caractère, et si c'était elle, et pas lui, ou au moins elle avec lui? Elle l'a dénoncé, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas dans le coup. En remontant l'historique de leur compte en banque, les gendarmes s'aperçoivent qu'en novembre 2001, Karine Barbour et Daniel Tray étaient au bord du gouffre financier. Ce qui nous ferait un mobile. Même si on bute toujours sur un os, Marguerite n'était pas riche. Elle vivait avec 3600 francs par mois. À moins qu'on en revienne à la rumeur du début de cette enquête. À moins qu'elle n'ait eu un magot, un bas de laine. En juillet 2013, Karine Barbour, qui paraît bien louche, est placée sur écoute. Et les gendarmes captent une conversation avec son ex-mari Daniel. Bien intéressante. J'ai rendez-vous à la gendarmerie, là, tu sais, pour le meurtre. Ah ouais? Et quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ben oui, le meurtre, tu sais, la petite vieille, là. Et alors? T'oublies pas que t'étais avec moi, quand même, non? Que t'es impliqué. Autant que moi, non? Ouh, que c'est intéressant, ça. T'oublies pas que t'étais avec moi, quand même, non? Que t'es impliqué. Autant que moi, non? La cocotte accuse son ex-mari, mais elle n'a pas l'air blanc-blanc. Une autre écoute s'avère bien intéressante. La même Karine Barbour appelle un jour une journaliste du quotidien régional Sud-Ouest. J'ai un scoop à vous donner, là. Vous savez la vieille dame qui a été tuée à Isus en 2001? Et je peux vous donner le nom de l'assassin. C'est mon ex-mari. Je peux vous le dire avant que la gendarmerie ne l'arrête parce que je leur ai donné son nom aux gendarmes. Mais pour l'instant, ils n'ont rien fait, hein. Elle informe la presse, maintenant. Mais à quoi joue-t-elle? D'autant que dans un autre coup de fil, elle appelle son ex-belle-mère, la mère de Daniel. Et là, elle se fait passer pour la journaliste de Sud-Ouest. Allô, bonjour. Je suis journaliste à Sud-Ouest. Dites-moi, j'ai besoin de renseignements concernant votre fils qui est mêlé à une affaire de meurtre à Elsus. La donzelle joue un drôle de jeu. Les gendarmes la convoquent à nouveau. Elle ne se doute pas évidemment qu'elle est soupçonnée. Elle pense que les gendarmes n'ont que son ex-mari Daniel dans le nez. Madame, vous accusez votre ex-mari. Est-ce que vous auriez, je sais pas moi, un élément, une preuve qui nous permette de le confondre? Mais l'arme. L'arme, c'est un couteau.
C'est moi qui l'ai offert, hein. Je l'ai acheté dans une venta en Espagne. Et ce couteau, qu'est-ce qu'il est devenu, madame? Il l'a donné à un ami. Un gars qui voit plus trop, je crois. Christian. Les gendarmes vont droit chez cet ancien ami. Et l'autre leur donne le couteau en question. Et non seulement il correspond parfaitement aux blessures de Marguerite, mais incroyable, 12 ans après, les experts de la gendarmerie y trouvent l'ADN de la vieille dame. Et un deuxième ADN, qui s'avère être celui de Daniel Tré. C'est donc l'arme du crime. Le 9 septembre 2013, Daniel Tré est placé en garde à vue. Et il avoue tout de suite, il a tué Marguerite Lagrave. Ce qui est intéressant, ce sont les circonstances. On avait besoin d'argent. Et un jour, ma femme m'a dit, faut que tu fasses un casse. Et c'est elle qui m'a dit, je connais une dame qui a de l'argent. Il dit que c'est elle, Karine, qui a fixé la date du meurtre. Et elle était là. Elle l'a accompagnée chez Marguerite, avec leurs 2 petits garçons, sur le siège arrière. Elle m'a dit de mettre des gants que j'avais, des gants polaires, vous savez, pour pas que je laisse des empreintes, quoi. Et c'est elle qui m'a dit de prendre le couteau dans la boîte à gants. Elle m'a dit, prends-le au cas où. On sait jamais. Il dit qu'il est entré dans la maison sans problème, puisque la porte était ouverte, qu'il a commencé à fouiller le rez-de-chaussée à la recherche du bas de laine, et que là, il a entendu Marguerite à l'étage qui descendait l'escalier, qu'il a paniqué, qu'au début, il pensait la neutraliser sans la tuer, qu'elle ne s'est pas laissé faire, qu'il lui a donné un premier coup de couteau involontairement, c'est comme ça qu'il dit les choses, et puis un autre, et encore un autre, et qu'à un moment, il s'est aperçu qu'elle était morte. Et après moi, j'ai continué à chercher l'argent. Mais j'ai rien trouvé. Il y avait rien, quoi. Elle avait rien. Votre femme vous attendait dehors? Oui. Quand je lui ai dit que j'avais rien trouvé, elle m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Daniel Tré est donc mis en examen pour meurtre, et elle, le lendemain, est mise en examen pour complicité de tentative de vol avec arme. Et ils sont tous les 2 écroués à la maison d'arrêt de Pau. Si ça se trouve devant les assises, elle va prendre autant que lui. Le procès du duo s'ouvre le 27 novembre 2015 devant la cour d'assises de Pau. Et Isus se trouve à 40 km, autant vous dire qu'une bonne partie du village est là. Dans le box, les 2 zigotos ne se regardent pas. Pendant tout le procès, ils ne vont pas échanger un seul mot. Pour elle, Karine Barbour, l'enjeu est très lourd. Si les jurés retiennent que c'est elle qui a remonté son mari comme une pendule, elle va prendre cher. Lui, d'une certaine manière, il a avoué, c'est lui qui a tué, il sait qu'il va être condamné lourdement. Mais plus elle sera sa complice, moins il sera responsable. Lui, Daniel Tré, apparaît assez vite comme un andouille. Il a beaucoup de mal à s'exprimer, et la stratégie de ses avocats est de le faire passer pour un homme sous influence. Est-ce que c'est la volonté de Daniel Tré d'être devant chez Marguerite Lagrave ce 11 novembre 2001? Est-ce qu'il a la capacité d'élaborer ce plan? Ça n'est pas lui qui a eu l'idée, parce qu'il en est incapable. Elle, à l'inverse, s'exprime très bien. Le dossier d'instruction dit que c'est une maîtresse femme, que c'est elle qui porte la culotte. Ses avocats n'ont pas la tâche facile. On veut assombrir Karine Barbour, hein? On veut assombrir Karine Barbour pour faire disparaître les faits. Or, les faits, c'est que c'est lui, Daniel Tré, qui l'a tué. Ma cliente n'est jugée ici que pour complicité de tentative de vol. Alors je ne vous demande pas de l'aimer, mais ne sombrez pas dans la caricature qui dit que c'est un petit idiot et elle une marâtre corpulente. Le délibéré dure 2 heures. Et à la fin, la cour d'assises condamne Daniel Tré à 20 ans de prison pour meurtre.
Et Karine Barbour a 13 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative de vol. Lui n'a aucun intérêt à faire appel. 20 ans, compte tenu de la barbarie de ce meurtre, il ne s'en tire pas si mal. Mais elle, évidemment, fait appel. Et l'avocat général, considérant à juste titre qu'on ne peut pas rejuger l'un sans l'autre, fait appel à son tour des 2 condamnations. Un nouveau procès se joue donc 1 an plus tard, en décembre 2016, devant la cour d'assises des Landes, à Mont-de-Marsan. Et bis repetita, ou presque. Daniel Trey écope à nouveau de 20 ans, et Karine Barbour voit sa peine légèrement adoucie. Elle en prend pour 10 ans. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Intéressant verdict que nous allons débriefer maintenant avec l'un des acteurs de ce procès. Vous étiez maître Thierry Sagardoito, partie civile dans ce procès. Vous défendiez les intérêts de la famille de Marguerite. Moi, je plaide évidemment qu'en général, il n'y a que ceux qui ont assisté au procès qui peuvent en comprendre le verdict. 20 ans, compte tenu de la barbarie quand même de ce meurtre, c'est pas cher payé, non ? Je pense que les années qui avaient passé ont, d'une certaine manière, invité les jurés à considérer qu'il avait aussi vécu avec ce drame pendant 15 ans. De 2001 à 2016, il est possible que le temps écoulé ait aussi, d'une certaine manière, infléchi la sévérité du verdict. Parce que le temps qui passe est parfois synonyme aussi un peu d'oubli, et puis parce qu'il tient compte aussi de ce que cet homme a fait après. Il est une évidence que Daniel Trey n'était pas dans une spirale criminelle. Après ce drame, il n'en a pas commis d'autres. J'ai noté, me semble-t-il, que le juge d'instruction n'a pas aggravé le meurtre par une notion de barbarie, d'acte barbare qui lui aurait fait encourir perpétuité. Néanmoins, les yeux enfoncés, l'égorgement, les coups portés avant le meurtre, la barbarie est là, non ? Il aurait pu effectivement retenir ces éléments qui sont de nature à majorer considérablement la gravité des faits, mais à partir du moment où un vol a été suivi, précédé ou accompagné de la commission d'un meurtre, on arrive peu ou prou au même résultat. Mais il est indéniable que les faits étaient d'une particulière gravité et personne n'a oublié la sauvagerie de la scène. J'en ai vu beaucoup comme vous, des albums photos en matière criminelle. Je vous avoue que celui-là, je l'ai toujours en mémoire. Alors, en ce qui concerne Karine Barbour maintenant, elle prend 13 ans. Alors là, ce qui est saisissant, c'est le hiatus qu'il y a avec le motif de renvoi devant la cour d'assises, qui est aussi le motif de sa condamnation, complicité de tentative de vol. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile à lui coller une complicité de meurtre ? J'ai été de ceux qui ont toujours pensé que le rôle de Karine Barbour était beaucoup plus important que celui qui a été judiciairement retenu. En réalité, il faut bien comprendre que Karine Barbour est à toutes les étapes du processus criminel. D'abord, lorsqu'il s'agit de se procurer l'arme. Ensuite, lorsqu'il s'agit de le conduire dans cette petite ruelle face à la maison du crime, de lui donner ensuite l'impulsion qui va lui dire « vas-y ». Elle le voit partir, elle sait qu'il a une arme qui est une arme létale, elle sait qu'il a des gants, mais elle sait surtout qu'il n'a pas grimé son visage. Autrement dit, au moment où il va pénétrer dans cette habitation dont il sait qu'elle est habitée, parce que naturellement Marguerite Lagrave était à l'intérieur de l'habitation, elle n'avait aucune raison de s'être éloignée, il savait qu'il entrerait en contact avec elle, il savait aussi raisonnablement qu'il serait démasqué. Par voie de conséquence, elle ne peut pas, Karine Barbour, ne pas avoir imaginé
qu'il y avait un risque qu'il soit en face à face avec sa victime. J'ai toujours pensé que l'idée de donner la mort à Marguerite Lagrave était consubstantielle du projet de vol. Autrement dit, il n'y avait pas de part à l'imprévu. Je suis de ceux qui pensent qu'elle devinait l'issue funeste qui s'attacherait à ce drame. Mais c'est ainsi, la justice a fait ce choix, la justice l'a jugé à minima. Peut-être est-ce aussi à raison du fait du temps qui s'est écoulé, parce que c'est infiniment délicat de juger une affaire 15 ans après les faits. Et en même temps, il n'y a pas de preuve absolue, en dehors des déclarations qu'il fait lui, quand il dit « elle m'a tendu le couteau qui était dans la boîte à gants », il n'y a pas de preuve absolue que c'est elle qui est derrière. Elle était pourtant présente. Il faut ne pas oublier aussi que les deux enfants du couple étaient assis à l'arrière du véhicule Golf. Non, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Ils étaient présents. Ils n'avaient sans doute évidemment aucune conscience de ce qui se passait. Mais vous imaginez que cette femme a conduit son compagnon, le père de ses enfants, sur les lieux du drame. Elle devine nécessairement ce qui s'est déroulé à l'intérieur. Et lorsqu'il revient en disant « c'est fait », elle s'en va, et puis elle va faire en sorte ensuite que l'arme soit sagement dispersée ailleurs. Et lorsqu'elle est entendue 15 jours après les faits à la gendarmerie, elle n'a pas un zeste d'émotion, un zeste de repentir, elle ne s'effondre pas, elle est rugueuse. N'oubliez pas, et vous l'avez très justement souligné dans cet intéressant récit, n'oubliez pas qu'elle a une très forte emprise morale sur lui. D'ailleurs, lorsque l'affaire va être judiciairement révélée, lorsque les gendarmes tendent les grandes oreilles et écoutent ce qu'ils se disent, elle est dominatrice, elle est manipulatrice. C'est elle qui est à la manœuvre. Alors d'une certaine manière, en lui collant 13 ans, les jurés rétablissent ce que le juge d'instruction n'avait pas fait, qu'elle est plus responsable que de la complicité du vol, quoi. Absolument, absolument. La difficulté était de savoir, comme vous l'avez là aussi évoqué, s'il prendrait la même peine. Peut-être aussi n'ont-ils pas oublié qu'il y avait des enfants entre tout cela, que certes des années avaient passé, mais il y avait encore des enfants, et il fallait s'occuper des enfants. Et puis, n'oublions pas non plus qu'elle n'a pas de sang sur les mains. Elle a peut-être poussé à l'action, mais elle ne porte pas le sang sur les mains. C'est toujours la même difficulté de juger un commanditaire. Doit-on le sanctionner de la même manière alors même qu'il n'a pas de sang sur les mains ? Après tout, lorsqu'on écoute leurs échanges téléphoniques à leur insu, on se rend compte que lui est effectivement l'andouille, il est visiblement pas très intelligent, mais aussi peut-être le craint-elle, parce qu'elle a été aussi victime de violences. Elle a été une femme soumise à certains égards. Elle a subi des coups de sa part. Donc indéniablement, il y a une alchimie, une interaction entre les deux qui est un véritable mystère. Au final, on arrive à cette équation, 20 ans pour le tueur, 10 ans pour la complice du vol avec arme. Est-ce que c'est moralement équitable ? Écoutez, c'est la loi du peuple qui a parlé, c'est la voix divine, hein, c'est le jury qui s'est exprimé. Après tout, ce qui est important aussi, et vous l'avez là aussi très opportunément rappelé, cette affaire judiciaire est un miracle, parce que on a bien compris que 20 ans pour l'un, 10 ans pour l'autre, ça aurait pu aussi ne jamais se produire sans elle, parce que toute la particularité de ce dossier, c'est que il n'y a pas de dossier Marguerite Lagrave sans la présence de Karine Barbour, mais il n'y aurait pas non plus eu de procès si elle n'avait pas été à la rencontre de cette femme gendarme. Alors après, évidemment, on pourra peut-être revenir dans un instant sur le fait qu'elle a commis une erreur de calcul là-dessus. Quand Karine va dénoncer aux gendarmes de Lacanau son mari, elle est quand même extrêmement naïve. Elle n'envisage pas que son mari va dire « Oui, mais c'était son idée, elle était avec moi dans la voiture ». Je ne pense pas qu'elle soit naïve. Elle est imprudente. Elle a en réalité commis une erreur de calcul. Bon, ils s'étaient déjà trompés l'un et l'autre en 2001 en imaginant que Margot avait un magot, ce magot qui n'a jamais été découvert. Elle a commis une seconde erreur de calcul en 2013. Elle a regardé Internet, elle a consulté les moteurs de recherche, ce que d'ailleurs les gendarmes vont vérifier ensuite. Et quand ils constatent sur son ordinateur qu'il y a des recherches sur prescription en matière criminelle, délai, 10 ans, etc., elle s'imagine que le délai de prescription court à compter de la commission du crime. Autrement dit, elle pense en 2013 que le crime est prescrit depuis 2011 parce qu'il n'y a jamais eu d'auteur interpellé. Ce qu'elle ne sait pas, parce qu'évidemment la chose était restée judiciairement confidentielle, elle ne sait pas que c'est en septembre 2005 que le non-lieu est intervenu. Par voie de conséquent, elle ignore que jusqu'en septembre 2015, elle se devait de garder le silence, sous peine évidemment que l'affaire soit exhumée. Marguerite n'avait pas de magot, maître Sagardorito ? Marguerite
Marguerite n'avait pas de magot. La croyance qu'ils ont eue, c'était que elle était peut-être radine, qu'elle était à ce point économe qu'elle avait, d'une certaine manière, caché ce pactole. Je me suis intéressé à beaucoup d'affaires de ce type dans le département, notamment en Pays Basque, en Soule ou en Béarn, et on constate sur les 2 siècles passés qu'il y a eu déjà pas mal d'affaires de ce type, où des gens qui parfois affichaient un certain train de vie, ou d'autres qui au contraire le cachaient, ont été victimes de cambrioleurs, de braqueurs, et parfois d'assassins ou de meurtriers, qui se sont imaginés que parce qu'il y avait une rumeur, ils abritaient un magot. Margot n'avait pas de magot, ça c'est une évidence à l'examen du dossier. Le butin avec lequel Daniel Treille est reparti était ridicule, en tout cas il ne valait même pas le fait de l'agresser, et encore moins le prix du sang évidemment. Alors maître Sagardoito, vous êtes ce qu'on appelle un ténor du barreau de Pau, vous plaidez dans beaucoup d'affaires pénales, et vous êtes d'ailleurs souvent en défense, tout autant qu'en partie civile. Est-ce que néanmoins vous oseriez un jugement sur l'enquête de la section de recherche de Pau, la première enquête? Enfin, ils sont passés à côté de la vérité, parce que à rebours, quand on regarde, tout est dans le dossier. Tout est dans le dossier, certes, mais à l'époque, il n'y a pas les mêmes ressources en termes d'ADN. L'ADN, ça commence au début des années 2000, mais il faut tout de même aussi reconnaître que malgré l'impréparation et le profil de Daniel Treille, il faut reconnaître quand même que il avait bien calculé son coup. Il n'y a pas d'empreinte sur la scène de crime. Il n'y a pas d'ADN, en tout cas exploité ou exploitable à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait davantage d'éléments, mais à l'époque, il n'y a rien, pas une empreinte papillaire. Certes, tout a été remué à l'étage, mais il n'y a pas une empreinte. Alors évidemment, à l'époque, les gendarmes avaient la ressource de poser la question, où étiez-vous, etc. Donc, elle avait un alibi. Elle a dit, oui, ce jour-là, nous sommes allés chez des proches, et puis ensuite on est rentré à Oloron. Il n'y a pas le moyen de la coincer. Donc c'est une enquête de grande ampleur. Quand on travaille uniquement sur le témoignage humain, c'est très délicat et c'est très fragile. Moi, je considère quand même que l'enquête des gendarmes a été de qualité. Maintenant, évidemment, on peut considérer rétrospectivement que celle de 2013 a été bien meilleure que celle de 2001, mais en 2013, ils ont quand même joué d'astuce. Lorsque la gendarmette de Lacanau appelle le parquet de Pau et la gendarmerie de Pau, on exhume le dossier, on le fait revivre, on convoque Karine Barbour et on lui dit, dites madame, c'est quoi cette histoire? Donc on l'interroge évidemment, et surtout on l'écoute, et on va surveiller à leur insu si l'un et l'autre s'appellent, et c'est là qu'on va tomber sur toutes ces confidences, ces menaces, parce que les échanges téléphoniques entre Karine et Daniel valent leur pesant d'or. On se rend compte qu'en réalité, elle est en train de le faire chanter, elle lui demande de passer des aveux en contrepartie du fait de renoncer de voir leurs enfants dans un contexte de séparation et de divorce particulièrement houleux. Elle tente même d'obtenir et de lui extorquer la somme de 100 000 euros qu'il n'a même pas, il n'a même pas un centième de cette somme. Elle joue à la journaliste, elle se fait passer auprès de la mère de Daniel Treille, qui est à peu près aussi limitée que son fils, elle se fait passer pour une journaliste qui enquête, tout ça pour effrayer Daniel Treille et le mettre en condition pour payer cette somme. C'est proprement machiavélique et diabolique. Et il y a une particularité, lorsque la cour d'assises a entendu ces enregistrements sur notre demande, les enregistrements téléphoniques, chacun a été saisi d'effroi, parce que là, on avait non pas une femme soumise, non pas une femme endoctrinée, mais bien une femme manipulatrice qui en plus rigolait au téléphone des menaces et du plaisir malicieux qu'elle prenait à le mettre dans la difficulté. Et lui d'ailleurs ne se démontait pas lorsqu'il entendait ces menaces. Je lui dis, écoute, tu feras ce que tu veux, de toute façon t'es au même niveau que moi. Donc effectivement tout ça on l'a entendu, et là j'allais dire on est dans l'intimité de leur relation, mais qui est faite aussi de menaces, de chantage, enfin bref, c'est aussi propre qu'une mort à canard. Finalement, maître Sagardoito, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il lui a enfoncé les 2 doigts dans les yeux? Est-ce que Marguerite Lagrave était à la moitié de l'escalier comme il le dit, ou est-ce qu'elle était dans la salle? Moi, il faut s'imaginer, quand on rentre dans cette maison très spartiate, le sol est en terre battue. Je pense que lorsqu'il est entré dans l'habitation, à mon sens, c'est elle qui lui a ouvert, parce que il est déjà 20h, la nuit est tombée, on est dans un village un peu reculé, donc forcément, pour qu'elle lui ouvre, il fallait qu'elle le connaisse. Alors moi, j'ai pensé, d'ailleurs, je lui ai posé des questions au procès, je lui ai demandé, mais comment avez-vous fait pour qu'elle ouvre? Il me dit, la porte était ouverte. Ça
personne n'y croit, parce que tout le monde est formel, la maison de Marguerite était fermée à clé habituellement. Donc peut-être a-t-il taqué à la porte en disant écoutez je suis en panne, etc. C'est Daniel. Enfin, je pense qu'elle ne s'est pas méfiée, et parce qu'elle le connaissait. Donc à partir du moment où il est entré dans ce local, je pense qu'elle a tout de suite compris pourquoi il était venu, et à ce moment-là, on ne peut même pas imaginer qu'elle se soit débattue, parce qu'elle est tellement frêle, tellement maigrichonne, comme on dit dans cette partie du territoire, que elle ne pouvait pas être une adversaire robuste. Donc il lui met je pense les qu'il a doigts eu dans les peur yeux. symboliquement. Je pense qu'il a eu peur symboliquement qu'elle le reconnaisse et qu'elle l'identifie. Mais de toute façon, avec la plaie béante qu'il lui a infligée, son sort était malheureusement Déjà scellé. Absolument. Merci beaucoup, Maître Sagardoito du barreau de Pau, d'avoir débriefé cette histoire pour nous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.